Bonjour à tous et bienvenue dans Psyché, votre nouveau podcast 100% Swiss Made dédié à la santé mentale. Alors que la santé mentale devient un enjeu majeur de la politique sanitaire en Suisse et dans le monde, on a voulu plonger dans les méandres des troubles psychiques à travers des interviews, des témoignages, des récits de vie de nos patients, actuels ou anciens, de leurs proches, mais aussi de celles et ceux qui font vivre nos cliniques. Pensé et réalisé par les équipes des cliniques La Métairie et Grand Salève, ce podcast tentera de vous informer et de vulgariser, sans stigmatiser, sur les différents troubles psychiques que chacune et chacun peut croiser dans son parcours de vie. Vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et tous les liens sont disponibles dans la description. J'en profite pour vous inviter à vous abonner au podcast pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Laissez-nous aussi vos commentaires, vos questions, on fera de notre mieux pour y répondre, et bien sûr, laissez-nous de bonnes évaluations. Cela permettra d'améliorer le référencement et de faire en sorte que la visibilité du podcast soit encore meilleure. Dans ce nouvel épisode de Psyché, on va continuer à vous parler addiction et dépendance, avec un sujet ô combien important mais souvent tabou, la rechute. Quand une personne arrive au sein de l'unité des maladies de la dépendance de la clinique La Métairie, elle a souvent tout essayé. Elle a déjà fait plusieurs tentatives pour s'en sortir, mais elle a rechuté. Et cette idée de rechute, elle est partout. C'est la grande crainte des proches. Et si elle rechute, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que ça veut dire que le traitement n'a pas marché ? L'angoisse de la rechute plane comme une épée de Damoclès, que ce soit pour la personne dépendante ou son entourage. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire rechuter ? Est-ce qu'on peut prévoir cette rechute, voire la préparer ? On en parle aujourd'hui avec deux invités, Virginie, dépendante en rétablissement et ancienne patiente de la clinique La Métairie, et Sylvie Vuez, responsable de l'unité des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie. On espère que cette discussion vous plaira et on vous souhaite une bonne écoute à tous de ce 4e épisode de Psyché, votre nouveau podcast suisse sur la santé mentale. Sylvie et Virginie, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sylvie, pour toi, c'est le 4e podcast. C'est ça. Virginie, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que tu es venue spécialement de Paris pour participer à ce podcast. Tu es venue quelques jours en Suisse, mais en tout cas, merci à toi. Aujourd'hui, on va parler de la rechute, encore une thématique autour des addictions et de la dépendance. Sylvie, d'abord, premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on rechute ? Alors, c'est une question un petit peu complexe et longue à expliquer, mais nous, on dit que la rechute se prépare, donc elle va être en lien avec la maladie. C'est-à-dire que la rechute, elle va être insidieuse et inconsciente. Elle va se préparer au niveau... on va dire que les émotions vont s'intoxiquer parce que les personnes ne vont plus mettre en place leur outil qui maintient ce niveau de conscience. Et petit à petit, les comportements vont à nouveau être... compliqué, il va y avoir à nouveau des comportements d'enfant roi, d'être dans le tout de suite, tout le tout rien. Il va y avoir à nouveau des émotions extrêmement fortes, mal gérées, dont la personne va se faire dominer par l'émotion, souvent par les peurs. Et puis, il va avoir à nouveau des mauvaises interprétations. Des mauvaises interprétations à peu près de tout, de ce que les gens disent. Ça va être interprété comme quoi on ne nous aime pas et ce genre de choses. Et cette petite forme de paranoïa va amener petit à petit la personne à s'isoler, à être dans la colère. Et puis, progressivement, il suffit d'un déclencheur, donc n'importe quel événement qui va faire que la personne va avoir recours au produit. Souvent en imaginant que c'est cet événement qui l'a déclenché, alors que ça fait des fois des heures, des jours, des semaines, des fois des années, qu'en fait, il n'était plus sobre émotionnellement, mais juste abstinent. D'accord. Virginie, ça te parle, ça, quand t'entends Sylvie ? Oui, c'est exactement ça, ça me parle beaucoup. C'est ce que je mets en place tous les jours, rester dans le programme et faire... les suggestions, en fait, écouter mais poser les actes pour rester abstinente aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant de rencontrer les salles, Sylvie, la clinique, j'ai beaucoup rechuté, j'ai beaucoup été en cure et j'ai essayé la psychiatrie au départ et D'accord. puis Et puis ensuite,
des cures de désintoxication privées, publiques. Et la solution, souvent, était de me donner des médicaments. Donc, voilà, je rechutais sans cesse, je restais dans la maladie, en fait. Donc, tu ressortais avec un traitement que tu prenais. Que je prenais. Ouais. Et au bout d'un certain temps, tu rechutais. Assez rapidement, je rechutais. C'était dans un laps de temps assez court, vraiment. Oui, et puis je ne respectais pas les doses qu'on me prescrivait. D'accord. Et même à la clinique, il y avait la dose prescrite. Et puis, en cas de crise d'angoisse, crise de panique, on pouvait reprendre des suppléments. Et donc, inconsciemment, j'avais beaucoup de crises de panique et beaucoup de crises d'angoisse. Okay. Est-ce que c'était voulu ou pas? Est-ce que c'était... Mais j'étais... Parfois, voilà, j'avais envoyé un message à mes enfants quand j'étais à la clinique où je leur avais écrit une histoire pour le soir avant de dormir, que je leur ai lue. C'est assez terrifiant, l'état dans lequel j'étais, alors que je ne prenais que des médicaments et plus de drogue ou d'alcool. Et vous pouvez décrire ce comportement que vous dites terrible, là? J'étais complètement amorphe. J'étais une droguée, vraiment. Je me suis fait plus peur en clinique, presque, qu'en dehors. Parce que j'avais la liberté d'être seule et du coup de pouvoir consommer en étant dans un cadre où il y avait des médecins, donc dans un cadre sécurisé, et où je n'avais absolument aucune obligation. Gérer dans les couloirs, gérer dans ma chambre, j'étais un fantôme, vraiment c'est ça. J'étais l'ombre de moi-même. Je survivais. Il n'y avait plus de vie en moi, vraiment ça. Plus de vie, plus d'envie de vivre, plus rien. Et quand tu sortais de ces premières cures, est-ce que toi, à chaque fois, quand tu sortais avec un traitement médicamenteux, tu te disais « cette fois, c'est la bonne » ? Quel était ton état d'esprit, en fait ? Bon, je pense que quand tu sors la première fois, tu te dis « j'ai un traitement, ça va marcher ». Donc, quelque part, première rechute, tu refais une cure ou tu rentres en clinique ou je ne sais où, tu ressors avec un nouveau traitement. Tu te dis quoi déjà? Je pense qu'à partir de la deuxième, enfin même moi inconsciemment, je me dirais ça n'a pas marché la première fois, je refais une cure parce que j'ai envie de m'en sortir, on me refile une prescription. Est-ce que déjà là dans ton cerveau tu te dis je doute que ça marche déjà, ou je sais pas en fait dans quel état d'esprit on peut être si la première fois avec un traitement ça n'a déjà pas marché, tu retournes en soins. Et quand tu ressors déjà là, est-ce que tu dis allez là ça va marcher, ou tu pars déjà avec un a priori que... Alors la première fois que j'étais en cure, c'était pour l'alcool. D'accord. Ça a marché. J'ai arrêté l'alcool à ce moment-là. Quand j'étais à l'intérieur de la cure, j'ai commencé à manger énormément de bonbons et je suis devenue addict au sucre. Et en plus de ça, j'avais le droit à mon téléphone, donc je passais mon temps dans ma chambre sur les applications à commander des choses pour mes enfants, pour moi, pour tout ça. Et j'avais des paquets tous les jours qui arrivaient à la clinique, des colis et des colis et des colis de bracelets, de chaussures. Et personne ne m'avait dit qu'on passait d'une addiction à une autre. Donc, dans cette clinique, j'ai bien sûr cru que j'avais arrêté l'alcool grâce aux antidépresseurs, régulateurs d'humeur et anxiolytiques. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais déjà dans une dépendance au sucre et une dépendance aux achats compulsifs. Donc déjà, sortant de cette première cure, j'avais déjà de nouvelles addictions. En fait, à chaque fois que je faisais une cure, je ressortais presque avec plus d'addictions qu'en entrant. Enfin, ça s'était plus éparpillé, quoi. Plus, sans compter médicaments, bien sûr. Sans compter médicaments, oui. Et pas longtemps après, j'ai goûté la cocaïne et je me suis dit, oh ça va, je vais gérer. J'ai pas géré du tout. Et votre question qui serait peut-être censée quand on n'est pas dépendant,
Moi, j'étais contente d'aller en cure. J'étais contente parce que j'allais avoir des médicaments. J'étais contente d'y aller parce qu'à chaque fois, on m'en donnait de nouveaux et qu'on a été jusqu'à me donner des opiacés. Parce que avec la cocaïne, en très peu de temps, en 6 mois de temps, je n'avais déjà plus de cloison nasale. Donc j'avais le nez qui était énorme, les sinus, enfin mon visage me faisait tellement mal que pour consommer, il fallait que je puisse prendre des opiacés. Et là, c'était merveilleux. Mais c'est vrai que ça rentrait dans un cycle où je perdais espoir. Je perdais espoir à chaque fois, je perdais de plus en plus l'envie de vivre, de plus en plus je m'apitoyais, de plus en plus je me victimisais, de plus en plus je disais qu'il n'y avait pas de solution et que pour mon mari et mes enfants, il vaudrait mieux que je ne sois plus là. Parce que tout ça, c'est des puissants dépresseurs. Hein. Donc plus on les prend, plus ça crée des antagonismes. Hein. Et ça fait perdre de plus en plus ce goût à la vie. Hein. Je suis bien contente que vous soyez encore là. Oui, mais j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. Oui. Je le ressens encore vraiment, cette... C'est vrai que l'addict, par définition, il va chercher la baguette magique. Bon, il y a tellement de souffrance dans cette maladie, et depuis toujours, bien avant de consommer, et depuis l'enfance, hein, il y a tellement de souffrances inexpliquées, donc particulièrement ces angoisses, hein, qui sont le symptôme de manque, que si la personne, nous trouvons quelque chose qui anesthésie cette souffrance, ben pour nous, c'est le Graal, quoi. Je veux dire, c'est enfin quelque chose qui nous soulage. Alors oui, temporairement, ça fonctionne, mais c'est chaque fois pire. C'est un cercle vicieux, et la solution, elle n'est pas d'en changer de dépendance, bien sûr. Et on voit bien qu'au niveau neuronal, d'avoir des médicaments, ça pose beaucoup de problèmes à une personne dépendante. Hein. Oui, j'avais un tas de symptômes en arrivant ici, un tas de maladies, et un tas de diagnostics surtout. Et moi, je me cachais derrière les diagnostics, disant que je ne pourrais pas changer, et je ne pouvais pas changer puisque j'avais ces diagnostics-là. C'était une manière pour moi de justifier la prise de médicaments et de justifier la victimisation, de justifier le pourquoi ça ne changerait pas. Et pourquoi je vais rester celle que je suis, étant donné qu'il y a ce diagnostic qui est posé. Alors que je ne pense pas que ce soit fait pour ça, un diagnostic à la base. Non, certainement pas, mais nous, on fait tout d'un truc complètement tordu. Hein. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent hein, quand on adresse des choses comme ça à une personne dépendante, parce qu'effectivement, il va s'en servir comme prétexte. Hein. Voilà, quand on arrive en cure, on dit, écoutez, il faut tout désapprendre et tout réapprendre. La vision du monde, de soi, de tout ce qu'on a appris avant, il faut vraiment tout désapprendre et tout réapprendre. Et ça va demander des efforts et du courage. Et par définition, la personne dépendante veut tout de suite. Elle n'a pas envie de fournir d'efforts pour obtenir quelque chose. Je pense même que c'est humain. Hein. S'il n'y a pas une question de vie ou de mort, je pense que les gens sont plutôt à rester dans leur zone de confort. Hein. Et de s'accrocher à ce genre de choses, effectivement, ça justifie le fait que j'ai le droit d'avoir des comportements inadaptés puisque j'ai un diagnostic qui le justifie. Voilà. Donc pourquoi changer? Sauf que malgré tout ça, les gens continuent de tout perdre autour d'eux et à se retrouver dans un isolement profond. Pas que physique, mais aussi intérieur, de se sentir tellement seul alors que des fois il reste des gens autour. Hein. Mm-hmm. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense que le grand cadeau du rétablissement que j'ai aujourd'hui, c'est de faire très attention, parce que je peux retomber dedans facilement, mais de ne pas me servir des circonstances de la vie pour me trouver des excuses à agir d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup trop facile pour moi de dire il s'est passé, c'est de la faute des autres, puisque c'est jamais la mienne. Donc c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la vie, des circonstances, de ce qui se passe, du temps ou de la réaction de la personne qui est en face, qui va justifier que je me sois comportée ainsi. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Et ça, je l'apprends dans le programme. Et ça me plaît beaucoup quand j'arrive à dépasser ça et à ne plus me servir de ça. Je suis très fière de moi et ça m'apporte une confiance en moi que je n'avais absolument plus quand je suis arrivée ici.
Alors, nous on appelle ça la stacose aiguë. C'est le symptôme de la dépendance, c'est à cause d'eux. Et effectivement, prendre la responsabilité de ce rétablissement fait qu'il n'y a rien qui nous arrive dans l'existence qui va être arrangé ensuite. Il n'y a jamais personne en 26 ans de pratique qui est venu me dire, tu sais Sylvie, j'avais un problème avec ma femme et depuis que je consomme, ça va beaucoup mieux. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais, je ne sais pas si ça existe, mais je ne crois pas. Non, je ne pense pas non plus. Donc, en fait, ça reste des prétextes. Le problème du malade dépendant, c'est le déni, et c'est la seule et unique raison pour laquelle on rechute, qui fait que c'est inconscient. Parce qu'il est convaincant pour n'importe qui, beaucoup de gens gobent tout ça, parce qu'il en est convaincu lui-même que c'est à cause de ça. Hein. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce programme, c'est que les soignants qui sont des dépendants en rétablissement ont traversé la plupart de ces épreuves et ont compris que consommer ne ferait qu'aggraver la situation plutôt que l'arranger. Si vous perdez quelqu'un, vous avez beau consommer, ça ne va pas le ramener en fait. Au contraire, ça va faire fuir les autres. Donc, c'est une maladie qui se situe au niveau de l'inconscient et qui est très puissante, quoi. Merci à toutes les deux. Donc maintenant, j'aimerais vous amener sur la question de la préparation à la rechute. Qu'est-ce que ça veut dire, Sylvie, préparer la rechute? Est-ce qu'on peut la préparer vraiment? Alors, oui, c'est compliqué de le dire comme ça, mais effectivement, la personne prépare la rechute. Sauf que la personne elle-même n'en a aucune conscience. Elle ne sait pas qu'elle est en train de préparer une rechute. Elle est juste en train, ses émotions sont intoxiquées par le manque d'outils qui pourraient l'empêcher d'être là-dedans, donc d'avoir un cadre sécurisant qui le guide et qui fait qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et bien sûr qu'il ne s'en rend pas compte. L'entourage souvent s'en rend compte et par des petites phrases un petit peu pas très agréables du style « c'était bien la peine que tu fasses une cure, t'es pire qu'avant ». Quand l'entourage commence à dire ça, ou mais arrête, t'es en train de brûler notre compte en banque, arrête d'acheter, il y a des colis qui arrivent tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Alors tout ça, c'est des comportements inconscients où la personne est en train de préparer sa rechute. La première année, c'est juste tous les comportements de la dépendance. La maladie de la dépendance, c'est les comportements, donc dus à l'immaturité émotionnelle, donc tous les comportements d'enfant roi. C'est les interprétations dues à un cerveau qui capte tout à l'envers. C'est-à-dire que communiquer avec une personne dépendante, c'est très compliqué parce qu'il entend toujours l'inverse de ce que vous lui dites. Et il l'interprète de manière très égocentrée, toujours dirigée contre lui. Donc la communication est compliquée. Donc là, on va avoir à nouveau ces genres de comportements. Et puis des émotions à nouveau très puissantes, des angoisses, des insomnies, ce genre de choses qui vont se manifester, qui fait que la personne va devenir à nouveau à fleur de peau. Hein. Et il y a plein de traits, ce qu'on appelle nous dans le programme la cuite sèche, où on peut identifier, parce que c'est ça qui est important, c'est que la personne se rende compte qu'il est en train de rechuter émotionnellement et au niveau des comportements. C'est-à-dire il va redevenir parano, il va avoir à nouveau l'impression que personne ne l'aime. Dans les groupes, s'il va dans les groupes alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes, il va sortir en disant « oui, non, je ne vais plus y aller parce que j'ai plus envie de consommer après qu'avant ». Ça, c'est la manifestation de la maladie et certainement pas des groupes, parce qu'on ne parle pas de consommation dans les groupes. Hein. Ce genre de paroles, il va y avoir à nouveau de l'agressivité. Ça, beaucoup des sentiments de toute puissance, de la tolérance, des mots comme oui mais, non mais dans chaque phrase, parce que ça c'est les traits du déni, il va y avoir ce genre de choses. Il y a beaucoup, hein. Il y a une vingtaine de traits à nouveau, la patience, l'orgueil, l'euphorie. L'euphorie c'est très dangereux chez une personne dépendante, parce qu'il va monter en toute puissance, et puis voilà, comme tout va bien, pourquoi se rétablir, et puis on va fêter ça. L'euphorie, il y a beaucoup de personnes qui rechutent là-dessus. Le détachement émotionnel, c'est-à-dire que la personne tout d'un coup ne ressent plus rien pour personne. Il est comme cartonné, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Les changements soudains d'humeur, etc., etc. Et bien sûr l'isolement, la critique, enfin, tous ces comportements qui sont des comportements de la dépendance vont venir à nouveau, progressivement, de plus en plus. À nouveau, on ne peut plus rien dire à la personne, il prend tout mal. Enfin, voilà. La susceptibilité exacerbée
un des grands traits de la dépendance, à qui on ne peut plus rien dire. Et pour finir, il va trouver un prétexte, un déclencheur, n'importe lequel, et puis avoir recours au produit. Parce qu'il a oublié d'où il venait. Il a oublié que ce n'est pas une réponse, que quand il commence, il ne pourra plus s'arrêter. Parce que du moment que vous arrêtez de fréquencer les groupes 12 étapes, ce qui fonctionne, je pense que c'est la seule chose qui fonctionne pour enlever le déni de la personne dépendante, c'est les groupes. Parce qu'on n'est pas en train de dire à la personne arrête de consommer, tu fais n'importe quoi, ce qui va lui faire mettre des systèmes de défense, donc à le rendre sourd et aveugle à ce que vous dites. Malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait en tant que proche, mais les personnes parlent d'elles-mêmes. Donc elles témoignent de leur vécu, comme a fait Virginie tout à l'heure. Donc personne ne se sent agressé et on peut se rendre disponible à écouter et surtout à s'identifier. Et au travers des partages des autres, le déni se nettoie en disant « Ah oui, moi aussi j'ai fait ça. Ah oui, moi aussi j'ai été dans cet état-là. » Et ça nous rappelle là où j'espère qu'on ne veut plus aller parce que quand on a traversé l'enfer, normalement on n'a pas envie d'y retourner. C'est la seule et unique raison pour laquelle les personnes dépendantes rechutent. C'est à cause du déni. Toujours. D'où le côté indispensable de la fréquentation de ces groupes. Sinon, la personne ne peut pas rester sobre émotionnellement. Et si elle n'est pas sobre émotionnellement, la vie devient tellement insupportable, les angoisses deviennent tellement énormes que la souffrance que cause cette maladie va pousser la personne à avoir recours à ce qu'il croit être une baguette magique. Et il a oublié que ce sera pire après. Virginie, ça t'inspire beaucoup de choses, je pense que... Oui. Ce que Sylvie vient de dire. Alors moi, ça me parle beaucoup. Moi, la sobriété émotionnelle, je pense que ça va un petit peu mieux maintenant qu'au début, mais j'y suis pas. La rechute, je vais dans les groupes tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appels. Moi, c'est ce que j'adore, les appels avec d'autres dépendants, l'identification, tout ça. Et la littérature. Malgré tout, je rechute fréquemment dans les achats compulsifs ou dans des comportements, dans l'affectif, dans des choses comme ça. J'ai, grâce à tous ces appels et grâce à l'accompagnement de ma thérapeute, une conscience plus élevée sur ce genre de choses qui me font voir tout de suite le problème, ou si pas tout de suite, quelques heures, quelques jours, mais en restant connectée, j'arrive à stopper le truc. Mais les rechutes sont là, dans ce cadre-là, bien sûr pas aux substances, mais au comportement et aux personnes. Parce que comme on disait tout à l'heure, l'addiction, ça a vraiment c'est sur beaucoup de plans en fait. Les substances ne sont... en fin de compte, on dit le haut de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Donc même en faisant ce que je dois faire pour ne pas rechuter, les signes sont là, la maladie est là, elle est tout le temps présente, et il s'agit pour moi de vraiment essayer d'apaiser et puis de mettre en place les outils pour vraiment demander de l'aide. Je crois que vraiment demander de l'aide, avoir l'humilité de demander de l'aide, c'est la chose qui m'aide le plus aujourd'hui. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai passé une journée extraordinaire avec mon père, des amis qui étaient là avec leurs enfants. Nos enfants ont grandi ensemble, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vus, pas retrouvés tous ensemble, etc. C'est 3 générations d'amitié entre nos parents, nous et puis nos enfants. Et on s'est retrouvés, et en fin de journée, ils ont commencé à sortir le champagne et le rosé. Il a fallu que j'appelle Sylvie, il a fallu que j'appelle ma marraine, il a fallu que je me connecte à 2 réunions de suite, parce que là, c'était difficile. Quand je suis dans la maladie, que je vais acheter, ou que je vais être en colère, ou que je vais prendre les choses personnellement, tout ça, je les ai apprises ici. Je les reconnais.
j'arrive à être vigilante, j'arrive à avoir cette conscience-là. Quand tout va bien, d'un seul coup, j'oublie. Et là, c'est dangereux pour moi. Là, c'est vraiment là. J'ai senti quelque chose qui... Voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Je devais me sauver la peau. Donc Virginie vient de dire en fait que elle a senti que ça arrivait et qu'elle t'a appelé. Toi, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux lui répondre à l'instant T pour l'aider à ne pas craquer ? Alors je pense que déjà le simple fait que Virginie m'appelle a déjà déconnecté le fait qu'elle va reconsommer. Le simple fait qu'elle ait conscience que ça peut la mener à consommer a déjà coupé le processus du danger. Donc l'acte même est déjà de la prévention. Il y a très peu de chances qu'après avoir eu l'humilité d'appeler, d'admettre que ça lui donnait envie de consommer et de me demander de l'aide, il y a très peu de chances que le produit soit plus fort qu'elle. Mais dans le pire des cas, moi ce que je vais lui demander, c'est de dérouler le film jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passerait si elle consommait et quelles vont être les conséquences? Parce qu'une personne dépendante, il a tendance à ne se rappeler que l'effet immédiat du produit qui va être anesthésiant, mais jamais de dérouler le film jusqu'au bout de toutes les conséquences dramatiques que ça va avoir dans sa vie, en sachant que c'est une maladie évolutive et que chaque rechute est pire que celle d'avant. Et bien sûr, je vais peut-être, dans certains cas, lui demander de me renommer, de me raconter sa pire image, c'est-à-dire la pire chose qu'elle a vécue dans sa maladie active. Souvent, c'est très lié à l'humiliation et à la honte, quelque chose qu'on a fait, que quelqu'un a vu, où on s'est fait prendre, et c'est une blessure très, très violente, l'humiliation, particulièrement peut-être pour nous, mais je pense pour tout le monde. Et de se rappeler sa pire image, donc de la réalité, où va mener cette maladie, ou de dérouler le film en disant « oui, je sais, en fait, si je commence, je ne vais plus pouvoir m'arrêter, je vais perdre mes enfants, je vais perdre ci, je vais perdre ça, je vais m'humilier devant tout. » Eh ben, c'est assez... ça suffit en général pour dire « ouf, eh ben, merci pour le téléphone et je recommence ma journée à partir de maintenant. » Et plus paisible, et je vais poser des outils, je vais faire un groupe, faire un autre téléphone, ou alors simplement aller me promener, partir de la soirée. Enfin, il y a 1000 autres possibilités de choix à faire une fois que la personne a pris conscience qu'elle n'allait pas prendre comme option de reprendre un produit qui va la tuer. Clairement, il ne faut pas l'oublier que c'est mortel quand même. Oui. Alors, ce qui me fait rire, c'est que vous dites ça, et moi, dans ma tête, si vous voulez, je repense aux événements qui se sont passés maintenant, et j'ai pas consommé. Derrière, il a quand même fallu que je me fasse plaisir d'une manière ou d'une autre. Donc pas ce soir-là, mais c'est vrai que c'est cette semaine-là que derrière, j'ai eu des achats compulsifs que j'ai justifiés avec mes enfants, comme étant pour mes enfants alors qu'ils n'ont besoin de rien, et que ça a fait boule de neige. Donc, comment ça s'appelle, le truc de la récompense? Le centre de la récompense, oui. Oui, c'est ça, qui est complètement... Il ne fonctionne pas chez nous. Ouais, voilà. Notre centre de la récompense ne fonctionne pas. Mais la différence, c'est que vous êtes consciente que vous avez basculé de cabine sur le Titanic et que du coup, pour ne pas consommer, derrière, la conséquence a été que vous avez fait un achat compulsif. Et je me rends compte maintenant en en parlant avec vous. Ah, ben bien. Donc, ce qu'on apprend là, c'est que vous n'avez pas encore touché le fond, on va dire, dans l'achat compulsif. Donc, peut-être qu'il faut pouvoir aussi accepter, parce que ça peut être une difficulté. Si vous avez un petit peu d'argent et que faire des achats compulsifs n'est pas vraiment un problème pour vous, ça va être plus difficile de toucher le fond, entre guillemets, que si vous êtes en train de vous endetter en dépensant l'argent. Mais je ne sais pas vous, mais moi je sais que quand je fais des choses qui dépassent mes valeurs, j'ai un dégoût de moi. Oui, oui. Et ça, c'est horrible. Ce dégoût, ce truc tout tordu qu'on a dedans, qui est un mal-être terrible. Et cette sensation, je déteste la vivre. Donc même si je pourrais avoir la capacité de dépenser, je préfère mettre ces limites parce que je vis plus avec mes valeurs et je me sens ok avec moi. Et j'ai plus ce sentiment de dégoût face à moi qui est horrible en fait.
Vous voyez de quoi je parle, hein? Très bien. Oui. Très bien. Et dans tous les domaines de ma vie. Et dans tous les domaines de nos vies, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que nous, c'est modération dans tous les domaines de nos vies. Alors, au début, la personne peut sembler ça assez ennuyeux, la vie peut paraître ennuyeuse, mais la vie, c'est la vie. En fait, elle est faite de plein de petites choses. C'est pour ça qu'on va travailler la gratitude, voir tout ce qu'on a, apprendre à se contenter. Ça, c'est un grave problème aussi pour les personnes dépendantes, hein, d'apprendre à se contenter. Et puis de vivre un jour à la fois aussi. Hein. Moi, je pense que c'est la seule chose qui m'apporte de la sérénité aujourd'hui, c'est de comprendre les grilles en fait, et de les voir, de les apprivoiser, et puis de m'en contenter, de m'en satisfaire et d'en être heureuse, parce que je reste quand même une enfant gâtée, et dès que je vais réussir à dépasser quelque chose qui était très difficile, ça va être super, mais très rapidement, je vais oublier les efforts et puis là où j'étais, là où j'en suis aujourd'hui, et je vais retomber dans un espèce de schéma je sais pas où je vais avec ça. Je pense que c'est important, c'est de savoir que c'est une maladie du cerveau et que notre centre de la récompense ne fonctionne pas. C'est-à-dire que notre vie est souvent très frustrante parce que quoi qu'on fasse, on n'arrive jamais à ressentir la satisfaction de l'avoir fait. Et ça va être un exercice, vraiment des outils très concrets qui vont faire travailler ce centre de la récompense, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on ressent la satisfaction plus ou moins d'avoir fait quelque chose. C'est très frustrant et sans récompense lorsqu'on a cette maladie, parce que quoi qu'on fasse, on n'en est jamais heureux. On n'est jamais satisfait. D'ailleurs, dans les couples, on dit qu'on est des handicapés du bonheur, parce qu'on ne ressent jamais ça. On n'est jamais satisfait de soi. Et humainement, c'est très compliqué à vivre. Hein. Donc, les outils qu'on pose chaque jour va amener à déjà beaucoup plus de sérénité, plus d'équilibre. Et le paradoxe, c'est qu'on n'est jamais aussi libre que à l'intérieur d'un cadre. Donc, plus notre vie est calme et posée, plus on peut devenir créatif et se réaliser et faire des tas de choses. Enfin, je sais que personnellement, j'aurais jamais assez d'une seule vie, ça passe trop vite. Mais aussi d'apprendre à se satisfaire. Mais pas que des choses, des gens aussi, et de tout, en fait, hein, de pouvoir être heureux avec ce qu'on a. Pour nous, c'est le travail de toute une vie. Ouais. La discipline, je pense, dans tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'a sauvée. J'avais peur des cadres, peur de la discipline. J'avais envie d'être un électron libre, d'être une artiste, ou je sais pas, enfin d'être... Je me rendais pas compte à quel point c'est libérateur d'avoir un cadre, d'avoir une discipline, et surtout d'avoir des suggestions, et de plus avoir à penser par moi-même, en quelque sorte, parce que les décisions, c'est moi qui les prends au final. Mais d'avoir des suggestions de personnes qui sont passées par là avant et qui nous disent voilà ce que j'ai fait pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, et d'écouter et de le faire sans essayer de négocier, ce que j'ai beaucoup fait au début et ce que je peux faire encore, mais sans essayer de négocier ou de justifier pourquoi je ne peux pas faire ce qu'on me suggère. En fin de compte, c'est une grande liberté. J'avais envie de rebondir sur quelque chose que vous avez dit, parce que j'aimerais pas que ça crée une confusion. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, je reste une enfant gâtée. Alors, je dois dire que c'est un état intérieur. C'est cet enfant roi, cette immaturité émotionnelle qui est un symptôme de la maladie de la dépendance. Et que vous ayez été gâté ou pas, nous sommes tous des enfants rois, c'est-à-dire immatures émotionnellement, très matures intellectuellement, et ça on nous le dit depuis l'enfance, hein, il est très mature, je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Ben, ça ne va pas parce qu'on a un très grave handicap invisible émotionnel, et ça, toutes les personnes dépendantes le sont, même s'ils n'ont pas été gâtés enfants. Hein. C'est vraiment c'est un symptôme de la maladie et pas un fait que les parents nous ont gâtés ou pas. Oui, ce que je voulais dire par enfant gâté, c'est que voilà, je ne suis jamais satisfaite. C'est je ça. ne suis même de l'évolution, quand je regarde où j'étais, quand je suis arrivée en clinique et dans les salles, et où j'en suis aujourd'hui, ça n'est jamais assez. Et ça fait partie du perfectionnisme qui fait partie de la maladie.
Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un souci avec le perfectionnisme. Il faut que je mette plus d'humilité, il faut que je mette plus de... Enfin, il faut, ça c'est aussi... quelque chose qu'on évite. Voilà, qu'on évite. Ça met une pression inutile. En fin de compte, un pas devant l'autre, c'est largement suffisant. Mais ça me fait penser à ce que vous dites, qui sera un thème de nos prochains podcasts, c'est cette pression que les personnes dépendantes se mettent à vouloir être parfait tout le temps, en tout. C'est humainement pas possible, mais c'est une recherche perpétuelle, donc tout le temps avec de l'insatisfaction perpétuelle, hein, parce que la barre est tellement haute qu'elle est inatteignable. Tout ça, on le développera plus tard, mais beaucoup de pression pour quand on a cette maladie. Hein. Donc on va conclure ce podcast avec une dernière question. Tu nous disais tout à l'heure, Virginie, que tu avais essayé beaucoup de cures, de désintoxication avant de venir à la Métairie, que depuis que tu étais venue à l'unité des maladies de la dépendance, tu n'avais pas rechuté. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as appris de particulier à la Métairie, au contact de Sylvie, des autres patients? Quels sont les outils qu'on t'a donnés ici qui te permettent aujourd'hui d'aller mieux? Ici, quand je suis arrivée en clinique, Sylvie m'a expliqué en premier que c'était une maladie. Quand Sylvie m'a dit que c'était une maladie, j'ai eu peur parce que quand je m'étais cachée derrière tous mes diagnostics pour pouvoir continuer de consommer et continuer d'agir comme j'agissais, puisque c'était des diagnostics et puisque j'étais malade et puisque... Ça ne m'a pas soulagée de savoir que c'était une maladie. Je me suis dit, voilà une nouvelle excuse. Et donc j'ai été voir Sylvie et je lui ai dit. Et Sylvie m'a dit, tu n'es pas coupable d'être malade, c'est pas de ta faute si tu es malade. Mais par contre, tu es responsable de ton rétablissement. Donc aujourd'hui, oui, il y a une maladie, mais il y a quelque chose qu'on peut faire, et il y a des choses à mettre en place, et on va parler ensemble, et on va mettre en place, je vais vous montrer comment mettre en place tous ces outils-là. Là, j'ai commencé à avoir envie, il y avait un attrait, que je n'avais pas avant, ailleurs, je n'avais jamais entendu ça. Ça me redonnait un pouvoir quelque part, c'était pas une fatalité, vous voyez, c'était pas... j'avais un choix. Alors il faut faire très attention avec les choix avec moi, parce qu'il y a la volonté, puis il y a la volonté déchaînée. Donc j'aime bien être cadrée, vous voyez, c'est un programme qui est assez simple, mais les nuances, il faut faire attention, quoi. Tout est dans la nuance. Programme simple pour des gens compliqués. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y avait ça qui était le point de départ, et puis après il y avait le déni qui a été cassé petit à petit par Sylvie. Moi je ne pensais absolument pas être une victime, parce que dans l'histoire de ma famille, ils ont été eux-mêmes victimes de choses graves, et je ne me permettais pas, je ne voulais pas me permettre d'être une victime. Donc quand Sylvie m'a dit « arrête de te victimiser », je l'ai pris personnellement, très mal pris, et je ne comprenais pas comment elle pouvait me dire une chose pareille. Elle ne me comprenait pas, elle ne m'entendait pas, enfin encore, moi, enfin, la maladie, quoi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, de tout prendre personnellement, d'être susceptible, tout ça. Et puis, moi, je vais dire, c'est ça, c'est un de ces aspects-là qui m'a rendu le plus service, c'est d'avoir des gens, une personne en particulier, donc Sylvie, autour de moi, qui a pu me dire « arrête de faire de la merde ». Ou, excusez-moi pour le langage, là, tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de sens, reviens sur terre. Et à ce moment-là, d'avoir des prises de conscience et puis me tenir la main pour me dire je vais pas t'abandonner parce que moi j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, j'ai peur de tout ça. Donc de me dire
ok, ça va pas, ta façon de penser, elle va pas, ta façon d'agir, ta façon de... Tout ça, parce que pour le moment, c'est la maladie qui a le contrôle sur toi. Mais on va voir tout ça ensemble, on va travailler tout ça ensemble. Je vais te tenir la main, je vais pas t'abandonner, je vais rester avec toi et on va avancer. Ce qui a été très important aussi en arrivant ici, que j'ai pas retrouvé dans les autres cures que j'ai pu faire avant. Les autres cures, c'était des médecins, des psychiatres, des infirmiers qui s'occupaient de cadrer et d'entourer les personnes dans les centres de désintoxication. Ici, ce qui change vraiment, c'est que les personnes qui prennent soin de nous et qui nous aident à comprendre la maladie, à casser le déni et à mettre les outils en place, sont des gens qui sont eux-mêmes dépendants. Donc, toutes les excuses qu'on peut donner, ils les ont données. Tous les symptômes, ils les ont. Tout, ou ils les ont eus, parce que... Plutôt. Et ça enlève la honte, quelque part. Même pas quelque part, ça enlève la honte. Ça enlève la culpabilité, parce que quand on a en face quelqu'un qui rigole, mais qui rigole parce que c'est de la... comment on dit, de l'authentification. Voilà, l'humour, j'ai jamais autant ri que dans cette clinique. Parce qu'on peut rire de soi. On peut rire de soi parce qu'on est entouré de gens comme nous. Et du coup, dès que moi je retombe dans mes systèmes, dans mes façons malades de penser, ou que voilà, la maladie, elle reprend le contrôle, hein, on ferme la porte, elle rentre par la fenêtre. Et là, j'arrive et je parle avec Sylvie ou avec d'autres thérapeutes qui sont aussi dépendants et qui explosent de rire, quoi. Du coup, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité, on lâche la pression, on met de l'autodérision dans tout ça et on repart et on avance. Eh bien, merci beaucoup Virginie. Merci du temps que tu nous as accordé. Merci pour tes réponses, ta gentillesse. Sylvie, comme d'habitude, merci à toi, la première abonnée du podcast. Merci à toi les deux. Voilà, comme vous avez pu entendre, ma voix part en lambeaux. Je donne mes dernières forces dans la bataille. Et puis, je vous invite à tous nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter sur les plateformes. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Au revoir Guillaume, au revoir Virginie. Au revoir.